Bismarck délocalise ses programmes. Nous sommes sur le quai de la gare de Lyon, direction Val d'Isère. Pour les Napoléons, vous allez les vivre de l'intérieur, ces Napoléons, à la rencontre bien de ces speakers, de ces experts, des décideurs, pour parler de la gouvernance. Qu'est-ce que veut dire gouverner? On va en parler pendant 3 jours et vous le vivrez avec nous, vous qui êtes des téléspectateurs de Bismarck. C'est un moment convivial. Direction Val d'Isère. À très très vite. Nous sommes dans le train qui roule à vive allure, vous l'imaginez, direction Val d'Isère. On aperçoit les montagnes, il n'y a pas de neige évidemment, on vient de quitter la Bourgogne et je suis avec Monder Abdelnader, le fondateur, l'un des fondateurs des Napoléons. C'est la 14e édition. J'ai circulé dans le train, je vois des sourires, je vois de la convivialité et dès 8 h ce matin au petit déjeuner, j'ai échangé avec une spécialiste des camps de réfugiés, un expert de la tech. Il y a de l'intelligence et de la convivialité. C'est ça les Napoléons? Et de l'hybridation, c'est ça les Napoléons. La vocation d'un réseau social comme le nôtre, qui est dédié aux acteurs de l'innovation, quelle que soit, technologique, philosophique, politique, environnementale, c'est ça. C'est de faire se rencontrer les personnes, de les réunir 2 fois par an comme on va le faire à Val d'Isère tout à l'heure et qu'on a commencé à faire dans ce TGV qui nous accueille. Et puis surtout, l'occasion de parler et de partager nos points de vue, surtout en ce moment extrêmement complexe où on a envie de recréer du lien parce que cette crise sanitaire nous éloigne parfois, mais elle ne freine pas la volonté de partager et puis surtout de réfléchir ensemble sur les principaux enjeux. Et on entend des annonces dans le train. Il y a les annonces évidemment parce qu'on est en live, on vit ces moments, le train est en train de se diriger vers Bourg-Saint-Maurice. Et puis il y a des annonces aussi de tous ceux qui travaillent pour l'organisation. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et on va l'avoir à travers toutes les émissions qu'on va présenter sur Bismarck, gouverner, c'est le thème de cette 14e édition. Gouverner au moment où on est dans une campagne présidentielle. Et on voit la complexité de ce mot. Pourquoi avoir choisi gouverner? La présidentielle peut-être ou pas? Ou au-delà? Alors, évidemment, on est dans un moment avec des enjeux politiques très forts. Nous, on ne fait pas de politique au Napoléon. Par contre, on s'intéresse beaucoup à la vie de la cité, donc à la politique dans le sens premier du terme. Ça, c'est notre vocation. Et donc, ce thème-là est choisi vraiment pour ça. Donc, on ne reçoit pas de personnalités qui exercent aujourd'hui un pouvoir politique. Par contre, on va recevoir des philosophes, des historiens, des acteurs de la société civile qui vont nous aider à nous poser les bonnes questions, à réfléchir sur les enjeux de la gouvernance de l'espace, de la nature, du corps humain, de la data, des religions et de la spiritualité. Donc on va essayer d'embrasser un peu tous les enjeux de la gouvernance aujourd'hui. On gouverne des entreprises, on gouverne des États, on gouverne multinationalement, on a des représentants d'instances internationales. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui relève des fondations, et on a One avec Najat Vallaud-Belkacem, on a Benoît Hamon qui vient pour Singa, on a ONU Femmes qui est présente, on a beaucoup d'autres organisations qui sont des organisations et des fondations qui s'occupent de ces enjeux de gouvernance et d'humanité. Qu'est-ce qui vous rend fier dans cette belle entreprise des Napoléons? Qu'est-ce qui vous rend fier? C'est le sourire, c'est le fait qu'après 3 jours, on rentre chez soi nourri, en se sentant plus intelligent, en ayant fait de belles rencontres aussi, parce qu'on peut rencontrer des gens formidables. Alors, ce qui nous rend fiers, c'est surtout la fidélité de cette communauté vive qui réunit à peu près 4000 personnes. On sera que 400 pour cette édition. Ça, c'est le Covid. C'est le Covid. Et évidemment, on a l'habitude de réunir en petits comités. Donc, on ne dépasse jamais les 500 personnes pour que les débats soient les plus intéressants possibles. Ce qui est très intéressant et qui nous rend fiers, évidemment, c'est cette capacité de mettre en lien quelqu'un qui s'occupe, comme tu le précisais, de philosophie ou de théologie, et quelqu'un qui s'occupe, par exemple, de gouvernance de data. C'est des gens qui parfois ne se rencontrent pas dans la vie de tous les jours et qui, au Napoléon, ont la chance de pouvoir, en tout cas, mettre en cohérence leurs propositions. Croiser les points de vue, faire émerger à travers le débat, à travers l'échange, une façon d'imaginer le monde demain. Parce que les Napoléons, c'est de la convivialité. On le redit, c'est aussi un moment où on est un peu plus détendu qu'à Paris. Et c'est tout l'esprit d'ailleurs des Napoléons. Mais il y a, je dirais, le fil rouge, c'est l'intelligence, c'est le savoir. Est-ce que c'est ça la philosophie que vous portez? Le fil rouge, c'est ensemble prouver qu'aujourd'hui,
on crée de la valeur en étant fidèle à nos valeurs. C'est ça tout l'enjeu. L'enjeu pour nous tous ensemble, c'est de travailler à ce que la valeur nouvelle soit une valeur qui soit respectueuse de l'impact qu'elle crée, des valeurs qui l'animent et de l'impact qu'elle crée. Val d'Isère, il faut le préciser, et puis Mondaire, Arles, ça c'est pour l'été, là c'est l'hiver, c'est Val d'Isère, c'est un lieu magnifique. Est-ce que le choix de ce lieu, de la montagne, c'est aussi un espace où on médite, où on pense différemment, j'allais dire, que dans les grandes villes, et je pense à Paris, puisque une grande partie de ceux qui sont dans le train, évidemment, habitent Paris. On est différent, la montagne, on a une autre approche de la vie. On a effectivement cette capacité de pouvoir prendre le temps de réfléchir ensemble. À Paris, on est sollicité par nos vies. À Paris ou dans d'autres grandes villes, il n'y a pas que des Parisiens, c'est vrai qu'ils sont majoritaires, mais il y a des Lyonnais, il y a des Grenoblois, il y a des gens qui viennent du Mans, je ne vais pas citer toutes les villes de France, mais c'est important de sortir du contexte quotidien, on le sait, pour pouvoir vraiment être à disposition d'esprit pour réfléchir. Merci Mondaire, on va continuer à sillonner ce train puisque cette émission vous allez la vivre dans le train, nous irons à la rencontre de nos invités dans le train, on arrivera à bon port évidemment et puis des programmes se passeront à l'auditorium, il y aura des speakers, il y aura de l'intelligence, il y aura du savoir, puis il y aura aussi du plaisir parce que aussi on peut prendre plaisir à apprendre, à échanger. Merci Mondaire et puis on va continuer à sillonner ce train du savoir et de la gouvernance. Voilà, notre parcours se poursuit. Il y a quelques heures de train, évidemment, à la rencontre de nouveaux invités. J'ai vu que les plaines commençaient à blanchir, les montagnes commencent à apparaître doucement et il fait froid là où nous sommes. Donc nous nous dirigeons sur les contreforts des Alpes. Et je suis avec Kahina Bahloul. Bonjour Kahina, merci de venir dans ce studio improvisé, évidemment, dans ce wagon-bar. Vous êtes une amoureuse des Napoléons, vous êtes imam. Vous développez une vision libérale, moderne. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher cette année? Car je sais que vous venez régulièrement. Oui, bonjour d'abord. Oui, je suis une habituée des Napoléons. Je viens pratiquement à chaque édition. Alors, je viens chercher beaucoup de choses, notamment la richesse, la richesse des rencontres. Parce qu'au Napoléon, on a la chance de pouvoir rencontrer des personnes qui viennent de tous horizons et parler de sujets importants pour notre société, pour notre époque. Donc voilà, je suis ravie de revenir à chaque fois. Comment vous définiriez les Napoléons? C'est quoi pour vous les Napoléons? Ça incarne quoi? Pour moi, les Napoléons, ça incarne un idéal de lien, de société, un idéal d'échange intelligent entre les gens. Voilà, on ne reste pas sur des traitements enfin, on ne traite pas des questions de société vraiment tout en restant en périphérie, quoi. On rentre vraiment dans le cœur des sujets, quitte parfois à ne pas être d'accord, quitte à se confronter, à confronter nos idées, tout en restant bien sûr dans le respect de l'altérité, de la différence, de la divergence, mais on est toujours au cœur des sujets qui sont importants pour nos sociétés. C'est intéressant, sur Bismart, c'est la chaîne des audacieux, des entrepreneurs audacieux. Vous gérez une communauté, mais pas de salariés, mais une communauté spirituelle. Qu'est-ce que ça dit pour vous, ce mot gouverner? Qu'est-ce que ça incarne justement? Eh bien, gouverner, pour moi, c'est remettre l'humain au centre. Parce qu'on a vu ces dernières décennies, l'évolution de notre société. Et moi, quand je parle de société, je parle vraiment de l'humanité dans son ensemble. On a vu à quel point la matière ou la matérialité de la vie a pris le dessus. À quel point, finalement, nos dirigeants accordent beaucoup plus d'importance aux chiffres, voilà, à comment accumuler, à faire de plus en plus de résultats matériels, à comment voilà, faire de la performance, etc. Et on a tendance à oublier que sans l'être humain, on ne peut pas atteindre tout ça. Sans l'être humain, on n'a pas de performance. Sans l'être humain, on ne fait pas de chiffres, on ne crée pas de richesse. Voilà, on oublie de mettre l'être humain au centre. Et gouverner, pour moi, justement, c'est prendre en compte la donnée humaine. C'est très important. Vous êtes imam, je l'ai dit, mais vous êtes aussi islamologue. Vous menez une réflexion de chercheuse sur votre religion. Quel est le message que vous passez aujourd'hui? Quels sont les messages que vous faites passer dans vos livres? Vous en avez écrit 2 d'ailleurs en 2021.
Tout à fait, j'ai écrit 2 livres en 2021 et il y en a un qui a été publié chez Albin Michel qui s'intitule Mon islam, ma liberté, parce que j'ai la prétention, mais je ne suis pas la première en réalité, hein, ça existe dans toutes les traditions religieuses. La liberté fait partie de la spiritualité, est un des objectifs de la spiritualité. Et j'ai coécrit un deuxième livre en octobre 2021 avec 2 femmes, 2 autres femmes, une femme rabbin et une femme pasteur. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Eh bien, j'ai envie de remettre de la spiritualité justement dans notre société. Alors je sais que le mot aujourd'hui spiritualité est galvaudé, quelquefois on n'ose même pas le dire, des fois quand j'ose employer le mot spiritualité dans certains lieux, dans certains espaces de parole, on me regarde un petit peu bizarrement, on a l'impression que parler de spiritualité, on pense tout de suite à quelque chose d'un peu bizarre, et même mystique d'ailleurs, hein. Moi je suis spécialiste de la mystique, hein. Il faut savoir qu'on appelle ça comme ça dans les sciences humaines et sociales. C'est un mot qui fait un peu peur, la mystique. La mystique, ça fait peur, on pense tout de suite voilà, à quelque chose de bizarre. Voilà. C'est parce que c'est par méconnaissance en réalité, je crois, qu'on a du mal à se représenter ce qu'est la spiritualité et la mystique. Or, la spiritualité est pour moi ce qui caractérise l'être humain. L'être humain par rapport à toutes les autres créatures de notre univers. Une dernière question, gouverner, c'est le thème cette année, de cette 14e édition des Napoléons. Gouverner une communauté, j'ai le sentiment aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent politiquement, je ne parle pas du religieux, gouvernent là eux aussi des communautés et que c'est devenu de plus en plus difficile finalement d'avoir une vision globale, universelle, pour ne pas dire universaliste. Oui, tout à fait, c'est ce qui manque. On a du mal effectivement à avoir une vision globale, universelle. Je crois que l'universel nous manque, c'est la raison pour laquelle je parle de spiritualité. Parce que la spiritualité, je crois que ou la mystique d'ailleurs, hein, c'est vraiment ce qui nous fait prendre conscience qu'on est un maillon qui fait partie d'un ensemble. Nous sommes une partie qui fait partie d'un ensemble qu'on ne peut pas fragmenter finalement. Et quand l'être humain prend conscience de ceci, de cette réalité, dans chacune de ses actions, dans sa vie au quotidien et puis dans ses projets beaucoup plus importants, eh bien moi je crois que voilà, on remet du sens à la vie politique aussi. Merci d'être venu partager votre vision, parce qu'il y a une vision dans ce que vous portez. Merci, vous êtes imam et islamologue, auteur de 2 livres, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, l'un chez Albin Michel, et puis ce livre à 6 mains, puisque vous avez partagé un point de vue entre un rabbin et une femme pasteur. Merci d'être venu sur notre plateau, et puis on va se revoir évidemment tout au long de ces 3 jours, à la rencontre de nos invités, de tous ceux qui vont intervenir, évidemment au Napoléon. On approche de Bourg-Saint-Maurice, c'est imminent. Voilà, j'ai continué ma déambulation dans le train. Évidemment, nous approchons de Bourg-Saint-Maurice et nous partirons ensuite vers Val d'Isère. Et j'ai croisé Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour Najat, merci de nous accorder quelques minutes dans ce wagon bar. Un mot, parce que je sais que vous connaissez les Napoléons, c'est votre 2e édition. Qu'est-ce que vous venez y chercher à ces Napoléons ? En fait, c'est un lieu où se côtoient de façon, j'allais dire, quasi exceptionnelle, parce que dans la vraie vie, c'est rare, à la fois des politiques, des gens du monde des ONG, du secteur privé naturellement, des chercheurs, des intellectuels. Et en fait, c'est tout simplement ce mélange qui est tellement précieux. C'est d'abord, à chaque fois, les sujets sont assez bien choisis, honnêtement. Et il y est vraiment question de réfléchir à la fois à l'état de notre société, du monde dans lequel on navigue, mais aussi de l'avenir, de ce qui se prépare, d'anticiper. Il y a toujours une dimension très technique, technologique, pour voir un petit peu où on met les pieds. Et tout ça de façon multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on voit les regards croisés de philosophes, de chercheurs, d'astronautes, d'autorités religieuses, tout se croise. Tout se croise. Par exemple, cette année, donc, le thème, c'est gouverner. Mais la question, c'est pas simplement gouverner un pays, une collectivité locale. La question sera posée. C'est aussi gouverner les corps, gouverner les esprits, c'est gouverner les émotions. Donc, en fait, c'est vraiment un moment
de réflexion intense et en même temps de détente mentale, j'allais dire, parce que on s'ouvre aux autres. Sans a priori, on sort de nos bulles respectives. Je crois que ça aussi c'est très important parce que ce qui explique beaucoup des tensions que traverse notre société, c'est que chacun est dans sa bulle avec des biais de confirmation permanents. Puisque vous êtes déjà convaincu d'une chose, vous ne retiendrez que ce qui va dans votre sens et vous n'écouterez plus les arguments des autres. Et ici, on arrive à entendre les arguments des autres. Et donc cette contradiction, ces débats, je trouve que c'est vraiment très très précieux. Ce que je trouve passionnant au Napoléon, c'est ma première édition. Bismart est partenaire et fera des émissions tout au long de ces 3 jours. C'est qu'on pose les masques. C'est qu'on n'est pas dans les masques. Et vous avez été une femme politique. Vous avez gouverné au sens politique. C'est quoi votre définition du mot gouverner aujourd'hui que vous êtes la directrice d'une ONG One? Est-ce que le mot a évolué? Justement, ce qui est très intéressant, par exemple, moi je serai amenée à intervenir vendredi et j'interviens sur... en fait, le sujet que j'ai proposé, c'est gouverner, les leçons de l'après-pouvoir. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que très souvent, ceux qui ont été aux responsabilités politiques sortent des livres qui s'appellent, pour aller vite, les leçons du pouvoir. Comme si finalement tout ce qu'il y avait à apprendre au sujet de la gouvernance, de comment on gouverne, s'apprenait pendant qu'on était aux responsabilités. Et après, plus rien. Et après, plus rien. Alors que mon sentiment à moi, et pourtant j'ai exercé des responsabilités plusieurs années d'affilée, aussi bien dans des collectivités locales qu'au niveau ministériel, mon sentiment à moi, c'est que ce qu'on apprend après est tout aussi important justement pour porter un regard sur ce qu'est gouverner et comment ça doit être fait. Et il se trouve qu'après avoir quitté la vie politique directe en 2017, j'ai exercé des responsabilités à la fois dans le secteur privé puis aujourd'hui dans le monde des ONG. J'ai travaillé aussi énormément en collaboration avec des intellectuels et des chercheurs puisque je dirige une collection dans une maison d'édition qui est Fayard. Donc en fait, je trouve que tout ça m'éclaire aujourd'hui peut-être bien davantage que quand j'étais aux responsabilités politiques sur les raisons de la défiance envers le politique, ce qui doit être amélioré entre le citoyen et les responsables, ce qui doit être affiné dans le vocabulaire, le langage utilisé, dans les questions de communication, de gestion de crise. Enfin, il y a tellement de choses qu'on comprend mieux quand on est dans la société civile d'une certaine façon, sur la façon dont le politique fonctionne et est perçu. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi faire partager pour améliorer la façon dont fonctionne le politique aujourd'hui. C'est quoi? C'est un constat d'échec de l'incapacité de pouvoir gouverner quand on est politique et finalement de pouvoir mieux agir quand on est à l'extérieur? Eh bien oui et non, parce que moi je ne tire pas un constat d'échec. C'est-à-dire que moi je suis trop amoureuse de la politique en tant que telle pour passer mon temps à la dénigrer simplement parce que j'en serais un peu sortie en ce moment. La politique c'est exaltant, c'est une question de combat, c'est une question de valeur. Donc je continue à le dire et c'est là que les choses se font. Je veux dire, si on veut prendre des décisions, des réformes, des lois, c'est quand même en politique qu'on le fait. Mais la question, c'est comment éviter la déconnexion entre la politique et ce qui se passe dans la société. Et en fait, moi, aujourd'hui, par exemple, dans le monde des ONG, ce qui me bluffe véritablement, c'est comment les ONG arrivent à attirer à elles la jeune génération, à répondre à ses aspirations, et le politique, plus du tout. Donc, quelle est cette passerelle, ce lien qu'il faut faire d'un univers à l'autre? Pour revenir à la question sur les Napoléons, moi c'est ces passerelles-là que je trouve intéressantes de voir en acte ici. Eh bien, il faudrait reproduire ce type de passerelle un peu partout dans la société. Merci Najat Vallaud-Belkacem. Je rappelle que vous avez été, vous l'avez évoqué, ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui directrice de l'ONG One, et vous interviendrez dans un des événements de vendredi, une table ronde, un débat autour de gouverner. Quel est rappelez-nous le titre? Les leçons de l'après-pouvoir. Ça, c'est un débat philosophique. Voilà, on est entré dans le cœur du sujet des Napoléons, à la fois être très détendu et aborder des sujets fondamentaux. Merci et on retrouve évidemment dans quelques instants notre prochain invité. Voilà, le voyage touche à sa fin. Le TGV file toujours à vive allure et je suis avec Mickaël Lemarchand. Alors ça tombe très bien parce qu'on est dans un TGV voiture-bar et je suis avec le directeur RSE du groupe SNCF. D'abord, on va parler de la RSE parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur, pour lequel vous vous êtes énormément impliqué. Je précise, parce qu'on est sur Bismart, que vous êtes au COMEX. La RSE est allée dans les instances de direction de l'entreprise. Mais d'abord, un petit mot sur les Napoléons.
Vous connaissez bien les Napoléons, mais je crois que c'est la première fois que vous y venez. Je connais très bien les Napoléons parce que j'ai suivi l'émergence du projet avant même que ça s'appelle les Napoléons. Mais pour plein de raisons de la vie, c'est la première fois que je viens alors que ça fait plusieurs fois que je m'étais inscrit et j'ai dû annuler à chaque fois. Donc oui, c'est un immense plaisir. Ça fait quoi, Mickaël, d'être parmi, je dirais, ces 400-500 à Val d'Isère? On a envie, il y a quoi? Il y a un petit peu d'excitation? Oui, il y a de l'excitation, mais surtout beaucoup d'envie, en fait, parce que ça correspond exactement à ce que je pense être nécessaire dans la société pour avancer, pour trouver des solutions, pour mieux comprendre aussi la complexité du monde, parce que les choses sont complexes, la société est difficile, il y a des défis à relever, et on n'arrivera à les relever que si on comprend la mécanique, qu'on comprend la complexité et que l'on partage. Et pour ça, il faut entendre des points de vue différents, et c'est ce que proposent les Napoléons. Les Napoléons proposent un espace d'échange, c'est-à-dire un espace d'écoute d'abord, et un espace de parole, et de la parole qui donne envie de partager avant de convaincre, parce que le sujet, ce n'est pas de convaincre, c'est d'écouter des points de vue différents. C'est passionnant ce que vous dites, Mickaël, parce que je me suis laissé dire que c'était la méthodologie que vous aviez utilisée pour faire émerger, je dirais, les valeurs de la SNCF et qui vont sortir de terre prochainement, qu'on va découvrir. Ça a été cette méthode. Écouter, entendre, faire émerger, puis ensuite partager. Ouais, je vois que vous êtes vraiment très très bien informé, ça me fait plaisir. Mais effectivement, je crois fondamentalement que les choses sont aussi bien qu'on souhaite qu'elles soient. Et pour cela, il faut permettre à chacun et chacune d'exprimer ce qu'il a à dire, ce qu'il a envie de dire ou ce qu'elle a envie de dire et ses convictions. Et effectivement, dans le projet d'entreprise Tous SNCF, qui a embarqué 140 000 cheminots depuis 2 ans, l'objectif était vraiment de permettre à chacun de trouver sa place et de dire comment il ou elle contribue à la stratégie de l'entreprise. Pour de vrai, pas de la com. Chacun à Béziers, à Strasbourg, à Nîmes, partout, quel que soit le métier, quel que soit le territoire, quelle que soit son ancienneté. C'était ça l'objectif et on l'a fait par la méthode. Le mot clé que vous avez dit, c'est la méthode et effectivement, c'est donner quelques éléments clairs, mais l'important, c'est la sincérité d'intention, c'est de donner confiance. Confiance et montrer que on veut vraiment écouter la parole et ça, pour ça, il faut construire une confiance et à partir de là, tout est possible et on peut vraiment relever des défis incroyables avec ça. C'est ce qu'on a fait modestement, mais on continue de le faire parce que c'est une méthode, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être et d'agir dans l'entreprise. J'ai presque envie de vous dire, mais qu'est-ce qui a émergé d'un travail titanesque que vous avez coordonné dans une méthodologie extrêmement précise, dans la transparence et dans la confiance? Parce que c'est le message que vous faites passer. Si vous répondez, ce que vous dites comptera dans la prise en compte et dans la prise de décision. C'est bien de cela dont il est question. Oui, quand j'ai lancé le projet d'entreprise sous la houlette du président Jean-Pierre Farandou, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un mantra que j'ai expliqué aux quelques volontaires que j'ai réunis pour commencer le mouvement, parce que c'était un mouvement d'entreprise finalement. J'ai dit il faut libérer la parole pour libérer l'énergie. Et c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, ça a permis de faire émerger de la confiance, mais ça a permis aussi de faire émerger de nouvelles méthodes de travail, des envies, des choses qu'on n'avait pas vues, des priorités. Je prends un exemple très concret. Dans le cadre de ce projet d'entreprise, on a défini les 3 valeurs du groupe SNCF. Engagement, efficacité, ouverture. Ce n'est pas le COMEX qui a défini ces valeurs. On a fait un travail itératif, collaboratif. Et j'ai demandé notamment 2 choses. J'ai demandé quelles sont les valeurs que vous attachez à la SNCF d'aujourd'hui, parmi une 12aine ou 13 mots qu'on avait définis et identifiés. Et puis, quelles sont les valeurs que vous voulez voir attachées à la SNCF de demain. Entre les 2 listes, il y avait une bonne concordance, sauf sur un mot, l'efficacité. Cette efficacité, du coup, on a entendu ce qui avait été dit par tout le corps de l'entreprise. Et on a dit l'efficacité a sa place pleine et entière dans les valeurs, alors que si on n'avait pas utilisé cette méthode, ça serait sorti en dehors des radars, on ne l'aurait jamais vu, et alors qu'on aurait raté une opportunité. C'est le message que vous avez envie de faire passer au Napoléon. Je ne sais pas si vous intervenez comme speaker, je pense que vous allez beaucoup échanger, parce que le Napoléon, il y a un côté très convivial, vous ne connaissez pas encore si j'ai bien compris, mais on échange librement, on se parle, on pose les masques. C'est ça qui est intéressant aussi au Napoléon. Oui, ce que je veux dire, je parlerai effectivement, j'ai cette chance ce vendredi après-midi. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est d'abord, c'est donner sa place à chacun. Et que si on veut construire une confiance des salariés dans l'entreprise, il faut leur montrer qu'on leur fait confiance. Et quand on donne la parole, on fait confiance. Si on le fait pour de vrai, alors ça libère ces énergies-là. Et ce que je dirais, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire que nous sommes tous interdépendants au sein d'une entreprise pour la faire
croître, mais en fait c'est vrai aussi à l'échelle d'une société, d'une nation, du monde, de l'humanité finalement. Nous sommes tous interdépendants sur cette planète et si on prend conscience qu'on est interdépendants, alors on arrivera à relever les défis de demain. Vous nous avez donc donné votre définition, vous qui êtes le directeur des RSE à la SNCF, du mot gouverner. C'est une gouvernance participative. C'est une gouvernance participative qui embarque, on gouverne avec et par ceux pour qui on est là. Merci Mickaël Lemarchand, c'est un vrai plaisir. On est dans les messages des Napoléons, dans le contenu, dans la qualité, mais aussi dans la convivialité évidemment. On arrive là dans quelques minutes, je l'espère, à Bourg-Saint-Maurice et puis on partira à Val d'Isère et on se retrouvera évidemment dans ces belles montagnes enneigées de Val d'Isère. Voilà, merci à vous Mickaël Lemarchand.